Bonjour Régine Levrat, deuxième série de notre série d'entretiens autour de vos livres sur le Père Finet. Et aujourd'hui donc vous nous parlez de la rencontre avec Marthe Robin et de ce qui a précédé la rencontre. Et donc voilà, je vous laisse à la fois nous raconter cette période et nous emmener dans une visite, une rapide visite sur un survol de votre livre. À vous. C'est bien, merci de me donner la parole. Ce que je veux souligner pour commencer, c'est que cette rencontre est totalement imprévisible et rien ne rapprochait le père Finet de Marthe Robin au départ. Rien. Alors, comment ça s'est passé? Bon, Marthe, je ne veux pas insister sur elle, on la connaît, mais tout de même, elle attendait la visite, enfin pas la visite, la venue d'un prêtre qui devait fonder avec elle une œuvre nouvelle. Et ce prêtre, elle l'avait déjà rencontré, avec beaucoup de guillemets, dans une nuit, ce qui était celle de la catastrophe de l'effondrement de la colline de Fourvière. Et là, le père a été sauvé de façon quasi miraculeuse parce que Marthe intercédait pour lui et le voyait, sans que, bien sûr, lui sache rien de tout cela. Mais il avait été sauvé, la colline était tombée en deux phases. La première, on a appelé les prêtres de la paroisse, il y était, et ensuite, quand il était avec les pompiers, la colline s'est effondrée de nouveau et tous les pompiers qui étaient avec lui ont été tués. Et lui a survécu, a été sauvé parce qu'il était rentré dans une allée pour voir le sacristain, voir s'il pouvait voir le sacristain de la paroisse. Donc là, il y a eu quelque chose. Le père Finet ne savait rien. Marthe a parlé de cette catastrophe le matin avant que personne ne sache que la catastrophe avait existé. Maintenant, le père Finet. Non, Marthe, je reviens tout de même sur Marthe. Marthe avait comme curé et directeur de conscience, disons, l'abbé Faure, le curé de la paroisse. Et l'abbé Faure savait fort bien que lui ne pourrait pas fonder cette œuvre. C'est lui qui a fait les démarches qui ont amené le père Finet à venir. Il avait tout de même, à la demande expresse de Marthe, il avait tout de même fondé une petite école paroissiale en 1934, 2 ans avant la rencontre. Et c'est pour cette école que Marthe a demandé que lui soit donné un tableau de la Sainte Vierge, Marie médiatrice, un tableau qui a été préparé où une certaine mademoiselle Blanc l'avait et avait promis de le donner pour le foyer. Elle cherchait quelqu'un pour transporter le tableau de Lyon jusqu'à Châteauneuf. Et c'est là que, à la demande du père Faure et après avoir rencontré diverses personnes, elle a adressé la demande, peut-être indirectement, je n'en sais rien, à l'abbé Finet. L'abbé Finet était connu à Lyon. Je dis quelques mots du personnage. Bon, il avait été ordonné en 23, il a commencé, après une année à Rome encore, il a commencé 12 années de ministère à Lyon entre 1924 et 1936. La première année, vicaire dans une paroisse de la banlieue ouvrière de Lyon, à Oulin. Et ça, je souligne que c'était à sa demande, dans une paroisse ouvrière. Bon, il n'y est resté qu'1 an parce qu'il a été un peu trop entreprenant. C'est-à-dire qu'il a organisé vraiment tout un système pour amener
tous les jeunes chrétiens militants de la paroisse, ils se rencontraient au café et pour les former à devenir des ambassadeurs de la bonne parole. Bon, un peu trop entreprenant au gré de certains, il a été muté au bout d'1 an, ce qui n'était pas du tout prévisible. Il a été muté à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est la cathédrale de Lyon, cathédrale primatiale, et cette mutation, bon, finalement, c'était une promotion. Et c'est très important parce que cela l'a bien préparé à la suite, et puis ça montre qu'on voyait qu'il avait une étoffe assez remarquable. Et il a eu de ce fait un rayonnement sur tout le diocèse. C'était un lieu où beaucoup venaient, des fêtes, des messes exceptionnelles, et lui passait des journées à confesser à Saint-Jean. Après quelques années comme vicaire à Saint-Jean, il a été nommé sous-directeur de l'enseignement privé. La direction de l'enseignement privé se trouvait juste à côté de la paroisse Saint-Jean. Donc, il a pu continuer à avoir des rencontres à Saint-Jean et à garder un ministère avec des personnes, auprès de personnes. C'est à cette époque que lui fut demandé, donc quand il était sous-directeur de l'enseignement privé, lui fut demandé une série de conférences par les religieuses du Cénacle sur la Vierge. Et là, il a fallu bien sûr l'autorisation de son curé, qui était tout à fait d'accord, et du directeur, oui, c'est le curé d'abord, et ensuite le directeur. Il a eu une autorisation et il dit avec humour qu'on lui demandait au départ quelques conférences et qu'au total, il en a prêché à peu près 100. Parce qu'il a continué ça, même étant ensuite à Châteauneuf. Alors, je pense que si je souligne ça, c'est parce que lui-même le soulignait et c'est parce que c'est par l'intermédiaire du Cénacle, la mère Scat, qu'il avait fait venir au Cénacle pour prêcher, c'est la mère Scat qui l'a fait venir à Châteauneuf. Donc il y a un lien dans tout cela, et c'est comme apôtre de la Sainte Vierge qu'il a été appelé pour porter ce tableau à Châteauneuf. Donc il est venu après hésitation, et sur le conseil très clair de la mère Scat, il est venu apporter son tableau. Et je vous lis le petit passage dans lequel il explique sa venue à Châteauneuf. C'est ainsi qu'un certain lundi 10 février 1936, je partais avec mon auto et mon tableau sur la Nationale 7. À 11h, nous sonnions au presbytère de Châteauneuf. Arrivé à la cure, je saluais le curé qui me dit « Voulez-vous voir ma paroissienne ?» Il apportait le tableau pour l'école, et non pas pour la paroissienne, c'était pour l'école. « Voulez-vous voir ma paroissienne ?»« Qui est-ce » lui ai-je répondu. « Marthe Robin, une âme d'élite. »« Oh » lui ai-je répondu, « je connais beaucoup d'âmes d'élite, parce que je confesse beaucoup de femmes. »« Oui, m'a-t-elle dit, mais elle est d'une qualité supérieure. » C'est comme ça que le père est monté avec le curé à 11h du matin voir Marthe. Ils sont rentrés dans la oh, je peux vous lire la suite. Me voici vers 11h30, partant avec mon auto, mon curé et mon tableau en direction de la ferme de la Plaine. Arrivé dans la cour, je pénétrai dans la cuisine où l'on me fit asseoir à la grande table sur laquelle j'ai posé mon tableau pendant que le père Fort, c'est le curé, pénétrait dans la chambre de Marthe. Ces minutes d'attente me parurent fort longues
et j'en profitais pour enlever les ficelles puis les papiers qui enveloppaient le tableau, lorsque le père Fort, sortant enfin de la chambre, me fit signe de rentrer chez Marthe. Et là, il est venu chez Marthe, il lui a montré le tableau, il avait défait les ficelles, il lui a montré le tableau, Marthe l'a bien apprécié, mais Marthe lui a demandé de revenir dans l'après-midi. Et c'est dans l'après-midi qu'a eu lieu la véritable rencontre, la rencontre décisive qui est à l'origine des foyers de charité. Bon, j'expliquerai ça dans quelques minutes. D'accord? Non? Oui. Rebonjour, Régine Lebrun. Et donc, on parle maintenant justement de cette rencontre fondatrice du 10 février 1936, c'est ça? C'est exact. Et je souligne le 10 février. Pour le père Finet, la date était importante parce que c'était la veille du 11 février, la grande fête de la Vierge, qui pour lui était quand même quelque chose d'essentiel. Alors, la rencontre, je dis, il y avait eu une pré-rencontre, j'ose pas dire un apéritif, mais un peu ça, à 11h du matin. Donc, le père Finet est descendu avec le père Fort, déjeuner tout simplement à la cure, en attendant la vraie rencontre, la rencontre fondatrice qui a eu lieu l'après-midi, de 2h à 5h de l'après-midi, le 10 février 1936. Et on peut vraiment marquer que c'est la rencontre fondatrice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les foyers du monde, elle est considérée comme le départ des foyers de charité. C'est vraiment la rencontre fondatrice. Alors, cette rencontre, 3 heures, c'est beaucoup. Première heure consacrée à Marie. Marthe, comme le père Finet, était foncièrement Mario. Et là, le père Finet a pu prendre conscience de l'authenticité de Marthe. Là, ils se rencontraient et ils se rendaient compte que Marthe connaissait la Sainte Vierge comme c'était invraisemblable et comme lui qui prêchait sur la Vierge depuis plus de 10 ans, a été émerveillé. Et je crois que c'est ça qui lui a permis de dire le oui ensuite, très naturellement. Deuxième heure, Marthe parle des grands événements, en particulier un renouveau de l'Église, une nouvelle Pentecôte dans l'Église, après une période difficile. Et elle parle ensuite de l'importance du laïcat dans cette reprise, de cette remontée de l'Église, et elle parle là. Régine Lebrun, pardon pour toutes ces interruptions. Donc voilà, on a 10 minutes devant nous pour parler justement de cette rencontre. Vous disiez que le premier cercle que la Vierge Marie avait envoyé, c'est les amis du Père et les amis de Marthe, c'est ça hein, Oui. pour les retraites. Oui, je précise qu'il y avait 37 retraitants et en gros, la moitié venant de la région de Châteauneuf, donc amis de Marthe, il y en avait une parisienne, mais enfin, tous les autres, c'était de la région, et l'autre moitié venant de Lyon. Je précise, c'est capital, que deux choses.
La première, c'est que le père Finet n'avait parlé de Marthe à aucune des personnes qu'il avait invitées à venir à cette retraite. Donc c'est quand même important. Et deuxième chose, c'est que ont participé à cette retraite 2 personnes qui ont été les premières membres de foyer. Je cite Marie-Ange Dumas et Hélène Fagot, qui toutes deux venaient de Lyon. D'ailleurs, la suivante aussi, c'était des personnes que le père avait connues par son poste à l'enseignement privé. Voilà. Alors, j'en reviens à la suite du récit du père Finet, qui, après avoir eu toutes ces précisions, enfin ces indications, disons, sur la retraite qu'il devait prêcher, pose quelques questions montrant son réalisme. À quelle date faudra-t-il commencer cette prédication ? Vous la prêcherez le lundi 7 septembre jusqu'au dimanche 13 dans l'après-midi. Mais comment faire connaître ces retraites ? Vous ne devez rien dire, la Sainte Vierge... Oui, là, j'ai fini de dire. Bon, la Sainte Vierge elle-même se chargera de vous amener toutes vos retraitantes. Mais où faudra-t-il prêcher ces retraites ? Dans le local de l'école de filles. Il est prêt pour cela ? Non. Il y aura de nombreux travaux à faire, mettre le chauffage, faire des briquetages, préparer des chambres, consolider l'escalier et surtout préparer la chapelle où se donneront les conférences. Autel, vases sacrés, ornements, prie-dieu, etc. Mais qui réalisera ces travaux ? C'est vous-même. Mais avec quel argent ? Ne vous tourmentez pas, la Sainte Vierge y veillera. Je ne puis refuser, mais encore dois-je demander l'autorisation de mes supérieurs. Ah oui, vous devez vous mettre dans l'obéissance. Bon, ce que je peux souligner, c'est l'aspect concret. Aussi bien de Marthe, bien sûr qu'elle compte sur la Sainte Vierge, mais enfin, elle est tout à fait capable d'entrer dans ces précisions et les demandes du père Finet. Hein. Il rêve pas, et en fait, de fait, il a pu, très aidé par des gens du village ou de la région, des amis de Marthe, des gens de sa famille, ils ont pu réaliser, avec l'abbé Faure, sur place, ils ont pu réaliser tous les travaux nécessaires et la retraite a commencé comme prévu. Alors, le père Finet avait l'habitude de faire des retraites, mais celle-ci était d'un style complètement différent. Bon, ce n'est que progressivement qu'il a mis au point, et toujours en changeant, ses retraites. Mais déjà là, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est passé d'un style de retraite ignatien qu'il prêchait à Lyon à un style de retraite où, à base de conférences et de conférences pour donner une vision assez globale pour amener les gens à connaître mieux et à devenir apôtres. Ça a été la marque. Et franchement, ces retraites de chrétienté, c'est le terme qui était employé parce que, ou qui a été employé très rapidement, parce que il y avait parmi les retraitants des retraitantes au début, mais après 2 ou 3 ans, elles ont amené leur mari. Le premier, ça a été un prêtre ami du père, ensuite les amis, ensuite les fils, et ensuite tous ceux qui le demandaient. Hein. Ça a été assez rapide, une ouverture. Mais c'est vrai qu'en 1936, c'était pas pensable de faire une retraite où soient ensemble des hommes et des femmes. Hein. Il faut voir le contexte de l'époque. Mais là, l'ouverture a été rapide. Bon, ces retraites, c'était l'essentiel. Alors, ce que je souligne encore, c'est le fait que le père Finet est reparti le jour même, le 10 février,
avec l'abbé Faure, ce qui montre bien qu'ils étaient dans le coup, vraiment, et l'abbé Faure était tout guilleret, c'est ce qu'on dit, c'est le terme employé, d'avoir trouvé enfin le prêtre qui pouvait le remplacer d'une certaine façon auprès de Marthe, parce que l'abbé Faure avait demandé le jour de son ordination à ne pas avoir de cas mystiques à s'occuper. Donc, vraiment, il savait que c'était pas lui qui devait fonder. Il a joué un rôle capital et ensuite, le père Finet est resté à Lyon pendant des années avant d'être détaché. Puis il y a eu la guerre, enfin il y a eu des premières années où le père Faure voyait Marthe continuellement et le père Finet venait quand même tous les vendredis pour les passions de Marthe. Je reviens au 11 février. Le 10, le père Finet loge l'abbé dans les locaux, l'abbé Faure dans les locaux de la direction, de l'enseignement. Et le lendemain, il commence par monter à Fourvière, célébrer une messe. Puis, ils vont voir tous les responsables dont dépend le père Finet. C'est-à-dire, d'abord, Monseigneur Bornette, qui était le responsable de l'enseignement privé, qui lui répond « Si c'est Marthe qui vous le demande, vous devez accepter ». Il connaissait, donc aucune résistance, au contraire. Même réponse du vicaire général, Monseigneur Rouche. Et là, je poursuis le récit du père. Quant à mon père spirituel, le père Albert Valencin, professeur de théologie aux facultés de Lyon, spécialiste des états mystiques, il m'arrêta dès mes premières confidences. Marthe Robin, je la connais. Monseigneur Pic, l'évêque de Valence, m'a conduit auprès d'elle ces derniers temps et j'ai pu m'entretenir avec elle durant 3 heures. Elle est d'église. Vous devez faire tout ce qu'elle vous dira. Elle ne vous trompera jamais. Je serai toujours avec vous pour vous aider, vous soutenir et à l'occasion vous défendre. Marchez. Encouragé par cette réponse catégorique, je partis pour Valence rencontrer Monseigneur Pic, donc l'évêque de Valence, qui m'accueillit les bras ouverts. Autrement dit, toutes les portes de l'église lui ont été ouvertes dès le premier instant. Pourquoi ? Eh bien parce que Marthe, si elle était mal connue dans beaucoup de milieux, avait déjà séduit d'une certaine façon des autorités, son évêque, et qui avait fait venir des théologiens, elle était déjà connue à cette époque-là. Donc, on peut dire que c'est le point de départ des retraites. Alors, ce que je veux dire, cette première retraite, j'ai souligné tout à l'heure la présence des 2 premiers membres, Marie-Ange Dumas et Hélène Fagot, qui, l'une était professeure de philo, Marie-Ange Dumas, et l'autre était directrice d'une école, d'école primaire, ou peut-être même premier cycle, directrice d'école. Donc, il fallait les remplacer. Elles sont venues, elles n'ont rien su pendant la retraite elles-mêmes. Elles ont suivi la retraite avec beaucoup d'intérêt. Elles ont vu Marthe à la fin de la retraite, mais ni le père Finet ni Marthe ne leur ont demandé ou ne leur ont dit qu'elles étaient appelées à devenir membres de foyer. Et ça, Marthe a dit au père Finet, mais j'ai pas osé le leur dire. Et le père Finet, n'a pas voulu le faire non plus. Il ne savait pas de façon ferme, absolue, mais peu après, il les a convoqués dans son bureau à Lyon et leur a demandé de venir. Et l'une comme l'autre ont répondu oui, malgré leur charge. Et le père Finet était quand même bien placé, je pense, pour leur retrouver des remplaçantes. Mais il faut se mettre à la place de ces 2 femmes qui quittaient des responsabilités importantes
un poste important. Tout cela pour aller dans une petite école qui venait d'être ouverte et vraiment où il y avait très peu d'élèves. Et l'école a très vite progressé. D'autres membres sont venus, des élèves sont venus, un internat, enfin il y avait un internat déjà au départ, mais un internat a été ouvert, s'est agrandi, et l'école, c'est le point de départ du foyer. Et elle a été suivie ensuite par 2 autres écoles, le collège des Mandailles et le lycée, c'était un collège au départ, de Saint-Bonnet. C'était une petite école, hein. Ça a commencé très modestement partout. Et cette petite école, eh bien, l'école, les bâtiments ont servi pendant des années, alternativement comme école, avec des internes, et pendant les périodes de vacances, c'était la maison de retraite. Imaginez-vous un peu le déménagement, les déménagements à faire chaque fois, surtout pour Noël et pour Pâques, où la période était brève. L'été, c'était pour quelques mois, hein. Donc, ça a été le point de départ des foyers, le point de départ des écoles et le point de départ, la suite, quoi, Et donc, au grand foyer. Et c'est une œuvre qui continue de grandir aujourd'hui, les foyers. Oui. Chaque année ou bien tous les 10 ans, on a un nouveau foyer quelque part dans le monde? Bon, il y en a... Non, actuellement, il se développe surtout en Afrique. Là, c'est très clair. Et le modérateur, c'est-à-dire celui qui est le père de tous les foyers du monde, est depuis 1 an un Sénégalais. C'est pas par hasard. Moi, ça me fait penser au pape. Il y a un besoin de renouveau. Et alors, actuellement, les foyers se développent en Afrique et en Asie. Encore un peu en Amérique latine aussi. En Europe, si, un petit peu en Europe centrale, il y a la Pologne, il y a l'Italie, un petit peu. On peut pas dire... Et puis, l'ouverture, c'est progressif, hein. Entre le démarrage et vraiment la mise en place, parce qu'il faut d'une part un prêtre, c'est la première chose, enfin, la première condition, disons tout simplement, un prêtre qui ait l'accord de son évêque, et en général maintenant en Afrique ce sont tous des prêtres africains, et des membres, et maintenant au point de départ, c'était des prêtres et des membres qui venaient d'Europe, la plupart de France, mais aussi beaucoup de Belgique. C'est eux qui étaient les fondateurs. Et aujourd'hui, eh bien, tous les foyers nouveaux démarrent avec des prêtres africains ou asiatiques, bien sûr, ou américains, et des communautés, eh bien, qu'ils trouvent sur place, tout simplement. Et disons que moi, j'ai été frappée il y a quelques jours, il y a 10 jours, il y avait ici à Châteauneuf une session de formation pour des membres nouveaux. Enfin, c'était pas forcément des jeunes, mais c'était des membres qui étaient dans les foyers depuis 2, 3, 4 ans, qui étaient récents dans les foyers. Et là, il y avait une centaine de personnes, beaucoup plus d'Africains ou d'Asiatiques que d'Européens. Il faut dire aussi que je ne pouvais pas distinguer forcément les gens de l'Amérique latine, hein, parce que c'est pas forcément pareil. Mais enfin, non, là, on sent quand même un élan. Bon, on peut pas dire qu'ils se font à grande vitesse, mais chaque année, il y en a l'un ou l'autre. Il arrive qu'il y en ait qui ferment, hein. C'est l'exception, bien entendu, mais ça arrive partout, dans toutes les communautés, hein. Bon. Et actuellement, il y a bien sûr, comme dans l'Église et dans l'Église occidentale, notre Église française et d'Occident, un vieillissement. Et pas beaucoup de renouvellement en Europe, en France. Mais tout de même, et le renouvellement, eh bien, ça vient de l'Afrique, de l'Asie, je pense aussi, mais je connais moins, de l'Amérique latine, hein. Il y a un élan quand même, et on sent, moi, ce qui me touche, je parle avec
quelques-unes comme ça dans les couloirs. Hein. J'ai pas du tout participé au stage, mais j'allais à la messe et à la fin de la messe, je rencontrais, j'ai beaucoup vu de Camerounaises parce que vu mon attachement avec ce pays, bien que je ne les connaisse pas, je n'étais pas retournée au Cameroun depuis qu'elles sont là, mais elles sont venues spontanément vers moi et on a beaucoup échangé. Et là, j'ai échangé avec des membres particulièrement d'Afrique. Il y a un élan. Et ce qui est frappant de voir, pour moi qui suis une ancienne parmi les anciennes maintenant, hein, et qui, malgré tout, connaît ce vieillissement en France et en Europe, ça vous donne du souffle. C'est le souffle, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et c'est à l'image de l'Église d'aujourd'hui. Et pour l'Afrique, ça représente vraiment l'image de l'Église d'Afrique. Il y a 40 ans, c'était les prêtres, c'était tous des missionnaires, ou à peu près. Les religieuses, la même chose. Et aujourd'hui, ce sont tous des Africains. Alors on se dit que, l'Église est en plein renouvellement, les foyers avec. Ok. Donc il y a un métissage, il y a un universalisme, il y a un mélange des cultures, il y a une diversité. Il y a une extrême diversité. Métissage, je ne sais pas si c'est le mot, parce que je dis pas qu'il n'y a pas des métis, mais non, mais je dis, voilà, la rencontre des cultures. Il y a vraiment, il y a d'une part, les foyers sont appelés à être eux-mêmes, c'est-à-dire autonomes et différents les uns des autres. Mais en même temps, il y a une rencontre à Châteauneuf qui est leur lieu source. Et tous viennent. Là, il y a eu un stage pour les nouveaux membres, et là du monde entier. Et pour eux, c'est un lieu où ils apprennent à se connaître. Ils se découvrent. En même temps, ils découvrent l'œuvre des foyers, le rôle de Marthe et du Père. Ils sont très touchés. Ils sont attirés, ils sont captés par Châteauneuf. C'est leur cœur, c'est leur centre. Hein. Et en même temps, chaque foyer est très autonome. Ils ont des liens entre eux. Et puis je parlais de ce stage, mais il y a en juin, tout récemment, il y a eu une assemblée des foyers avec des représentants des foyers du monde entier. Et le nombre de représentants dépendant du nombre de personnes du foyer, tout simplement. Et alors donc, en fait, je vous pose cette question, pour dire que c'est une œuvre qui a une pérennité, il y a une foi, elle est vivante, les gens continuent de prier, de faire des retraites. Et alors justement, Marthe Robin, c'est une mystique, elle est clouée dans son lit, pour être un peu vulgaire, pour faire un jeu de mots avec la crucifixion. Et est-ce que le Père Finet, c'est les pieds et c'est les bras, les jambes de Marthe pour aller construire? En même temps, c'est son père spirituel. Oui. Justement, en fait, dans tous les foyers, et dans le foyer originel, dans la communauté, qu'est-ce qu'on reconnaît comme rôle du Père Finet? Est-ce que c'est... est-ce qu'il a autant de gloire que Marthe? Il en a moitié moins, 10 fois moins? Ou alors, comme vous disiez, c'est deux choses différentes qui se rencontrent au même lieu? C'est... Deux choses, deux personnes. Deux personnes. C'est certain que le Père Finet est reconnu dans tous les foyers, par tout le monde, comme le fondateur. C'est indiscutable et actuellement, on parle de lui. Mais il est non moins certain qu'on a parlé infiniment plus de Marthe. On a écrit une 40aine de livres sur Marthe et jusqu'à il y a 2 ans, la parution de mon livre, alors que le Père Finet était mort depuis 25 ans, il n'y avait strictement rien. Enfin, rien. Ces enseignements avaient été recueillis et regroupés et diffusés à l'intérieur des foyers. Donc sa parole était reconnue, son rôle de fondateur reconnu indiscutablement. Mais par contre, donc, si le fait que Marthe Robin soit justement la mystique
Oui. élu de Dieu de manière évidente. Donc c'est pour ça que la littérature abonde plus sur elle. Bien sûr. Mais comment elle percevait, comment elle percevait le rôle du père Finet, Marthe? Pour elle, Pour elle, est-ce qu'il était remplaçable ou est-ce qu'il était irremplaçable? pour elle, c'était son père. C'est-à-dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, c'est lui qui a été effectivement le réalisateur, c'est-à-dire les bras, les jambes, je dirais le cœur aussi. Mais il y avait une unité. On parle du terme, il est dans le texte fondateur, d'une union d'âme entre le père et Marthe. Et cette union, elle est reconnue aujourd'hui par tout le monde. Tu ne pourras rien sans lui, lui ne pourra rien sans toi. C'est la phrase clé. Alors, bien sûr que l'aspect mystique a attiré des personnes des auteurs, des auteurs, soit des philosophes, soit des théologiens, soit je ne sais quoi. Mais le père Finet, d'abord, il y avait quand même un gros travail pour retrouver tous ces documents. Il y a eu un gros travail. Bon, on ne pouvait pas le faire pour tout le monde. Et moi, personnellement, j'ai bénéficié des travaux faits sur Marthe. Mais dans les livres sur Marthe, on parle assez peu du père Finet. On en parle, mais sans vraiment le connaître en profondeur. Et je pense, enfin, ça dépend des ouvrages, hein, mais quelqu'un comme Guiton a dit que Marthe avait encore plus besoin d'un, je sais plus, mais enfin, elle avait besoin d'un homme qui ait vraiment les pieds sur terre, d'un constructeur, d'un bâtisseur, encore plus besoin, c'est le point de vue de Guiton, mais elle avait besoin et du père spirituel. Elle n'aurait jamais vécu sa vie mystique comme elle l'a vécue s'il n'y avait pas eu le père Finet. Il faut savoir que le père Finet était là à chaque passion. Jamais il n'est parti, enfin, hospitalisé une fois ou deux, mais jamais il ne partait avant la mort de Marthe sans être là pour la passion et aussi pour l'entrée en agonie où il la soutenait. Et Marthe n'aurait pas pu. Certaines fois, elle demandait au père, elle disait au père, au moment d'entrer en agonie, le jeudi soir, elle disait, mais je ne pourrais pas. Et là, le père l'encourageait. Et on peut ajouter, sans le souligner exagérément, mais tout de même, on peut ajouter que le père protégeait dans la mesure du possible, hein. Il protégeait Marthe contre le démon. J'ai entendu, mais clair et net, les témoignages de personnes qui étaient dans la maison de Marthe, qui résidaient dans la maison de Marthe à côté d'elle. Bon, le père Finet y allait tous les jours, matin et soir. Et c'est quand le père Finet était parti, à 10 ou 11 heures du soir, après sa dernière visite, quand il était parti, j'ai eu le témoignage très précis, au moins une de celles, elles étaient deux, l'autre dormait davantage, se couchait souvent plus tôt. Et puis, bon, mais il y en a une qui était dans la pièce mitoyenne, enfin la cuisine, la pièce d'entrée, elle entendait le démon des froissements de papier, elle entendait le démon. Et ça, c'était au moment où le père Finet venait de partir, régulièrement. C'est pour ça que par rapport à la mort de Marthe, on est en droit de se poser beaucoup de questions sur le rôle du démon. Pour le père Finet, c'est indiscutable. C'est indiscutable, et j'allais dire, pour les membres du foyer qui vivaient avec Marthe, qui ont connu Marthe de près, pour les membres de la famille de Marthe, ça ne peut pas faire de doute. Ça ne peut pas faire de doute. Le rôle du démon. Le père Finet trouvait souvent, j'ai eu, je ne peux pas dire combien, mais de très nombreux témoignages, peut-être une dizaine ou j'en sais rien,
peut-être pas une dizaine de gens qui l'avaient vu directement, mais au moins 7 ou 8 de personnes qui étaient entrées dans la chambre de Marthe avec le père Finet, et il y avait des chaises en travers. Donc le père Finet devait tout remettre ça en place. Et le père Finet n'en parlait pas. Enfin, il n'en parlait pas. Enfin, un tout petit peu, mais extrêmement discret par rapport au rôle du démon. Et puis, beaucoup de gens n'y croyaient pas. Hein. Et bon, et puis, il était très discret par rapport à Marthe. On l'a accusé d'avoir inventé n'importe quoi, parce que ce qu'il disait était vraiment invraisemblable. Ça, c'est vrai. C'était invraisemblable. Mais moi, personnellement, j'ai toujours pensé que je n'aurais pas recherché Marthe comme mystique. Je n'aurais pas recherché. Mais j'ai pas pu douter de la réalité de ce qu'elle vivait, parce que à ce moment-là, je mettais en doute la parole et du père Finet et de toutes les personnes qui vivaient avec elle et qui l'ont connue. Bon, moi, j'ai fait passer, je dirais, un certain réalisme avant les théories qui disent que le démon ne peut pas tuer et tout ce qu'on veut. Hein. Bon, c'est vrai que le démon dérange, et moi la première, et nous tous, mais bon, c'est un fait, comme dans la vie du curé d'Ars et d'autres. Hein. Bon, je pense que j'en ai dit assez. Oui, oui. Alors, pour terminer, on a encore 5 minutes. Je voulais savoir, est-ce que donc le père Finet, c'est l'Aaron de Moïse par rapport à Marthe? Je ne me suis pas posé cette question. Peut-être. On peut. Ou c'est plus que ça dans le sens où est-ce qu'une mystique qui aurait souffert la même passion que Marthe, mais qui n'aurait pas construit les foyers, est-ce qu'elle aurait le même rayonnement? Non. Le rayonnement des foyers, bon, Marthe, son rôle premier, il y a un texte fondateur qui date, pense-t-on, de 1933. Et dans ce texte fondateur, il est dit clairement que Marthe, malgré elle, hein, d'une certaine façon, Marthe était appelée à offrir sa vie pour une œuvre nouvelle. Donc, tous les mystiques n'ont pas eu d'œuvre nouvelle à fonder. Et cette œuvre, il est dit clairement dans le texte fondateur que cette œuvre, elle devait la fonder avec un prêtre qui serait son père spirituel et qui, en même temps, travaillerait avec elle. Et toujours cette phrase clé que j'ai déjà citée, mais qui revient à longueur de temps et que j'ai retrouvée dans de très nombreux témoignages par rapport à mon premier livre, dans ce premier livre, le père ne pouvait rien sans Marthe, et Marthe ne pouvait rien sans le père. Et moi, je peux dire maintenant, ça fait quand même 7 ans que je travaille, pas tout à fait, mais enfin en continu, sans parler de ce qui précédait, sur le père Finet, et obligatoirement en même temps sur Marthe. Plus j'ai travaillé, plus j'ai vu le rôle du père Finet dans la vie de Marthe. Et je peux dire que le prêtre qui a préfacé mon deuxième livre dit que forcément on découvre Marthe à travers le père Finet mieux, parce que jusqu'à maintenant, et c'est normal, l'insistance a été mise sur la dimension mystique de Marthe, sur ses prières, parce que c'est là qu'on a le plus de textes. Bon, sur quand même son rayonnement universel, c'est quand même un peu extraordinaire que cette femme allongée, aveugle, complètement paralysée, ait pu attirer, bon, dit-on, enfin un peu approximativement 100 000 visiteurs. Et là, de toutes conditions, de tout pays, de tout horizon. Et il faut se dire que le père Finet assistait non pas les visites que faisaient les retraitants. Là, il y avait des visites brèves de 10 minutes où les retraitants pouvaient se confier et voir Marthe
seul à seul. Mais quand c'était des gens de l'extérieur, Marthe ne voulait pas les recevoir par prudence, sagesse humaine, sans la présence d'un prêtre, normalement le père Finet. Il pouvait exceptionnellement, s'il était absent, exceptionnellement faire appel à un autre prêtre, mais Marthe n'acceptait pas de recevoir une visite en dehors des retraitants sans la présence du père Finet. Alors on peut se dire que le père Finet, lui-même, il a rencontré d'innombrables personnes de tous les horizons, ce qui lui a donné une extrême ouverture de cœur, d'esprit, qu'il avait déjà, mais ça l'a encore, comme on dit, dilaté. Et les sentiments de Marthe pour le père, c'était de l'affection, c'était du respect, c'était les deux? C'était les deux, mais je dirais en premier l'affection. Elle aimait son père. Et là, quand on reprend les termes qu'employaient le père et Marthe pour parler chacun de l'autre, eh bien, moi, je retrouve Saint Paul. Saint Paul qui parle de ses enfants bien-aimés. Il y a une proximité et puis une simplicité dans leur relation. Ils n'arrêtent pas de blaguer l'un avec l'autre. Marthe n'a pas peur de le mettre en boîte une fois à l'occasion. Ça gêne. Et réciproquement. Et puis, je dirais que leur vie quotidienne, moi-même, Marthe me demandait tout le temps des nouvelles. Chaque fois que j'allais la voir, je trouvais d'ailleurs ça m'intéressait pas tant que ça de parler, j'avais envie de parler de mes problèmes ou je ne sais quoi, et elle me faisait parler de mes parents, de mes frères et sœurs, de ma famille, du père, parce que j'étais la famille du père. C'était l'affection de Marthe pour son père et la famille du père. Là, il y avait quelque chose qui était extrêmement fort. Et aujourd'hui, les foyers sont construits autour de la notion de famille. Et je dirais qu'entre le père et Marthe, il y avait une vie mystique qu'on ne connaît pas, mais il y avait d'abord quand même une présence du père à côté de Marthe, incessante. Il venait 2 fois par jour, matin et soir, alors qu'il avait quand même autre chose à faire. Et même quand il prêchait ses retraites, il venait voir Marthe matin et soir. Et on peut dire que ils ont tout élaboré ensemble. Les fondations de foyer, Marthe pouvait avoir parfois l'intuition au départ, mais aucune fondation ne pouvait se faire sans l'accord des deux. Et le père venait voir le père Finet et toujours il se renvoyait la balle, j'allais dire. Le père disait allez voir Marthe et Marthe disait allez voir le père. Et ensemble, ensuite, ils parlaient, ils communiquaient tout ça. Et certaines fois, sans se voir, il est arrivé, c'était peut-être exceptionnel, je n'en sais rien. Mais il est arrivé que Marthe dise au père ce qu'il avait fait, les personnes qu'il avait rencontrées, alors que personne n'avait pu le lui dire, quoi. Il y avait quand même quelque chose, de temps en temps, une bilocation de Marthe, qui pouvait aller dans un foyer, qui pouvait savoir ce qu'avait dit le père. Il y avait une intimité, je crois que le terme d'intimité, et on parle dans le texte fondateur, il est inscrit qu'entre le père et Marthe, il y aurait une union d'âme. Et ce terme est très fort. Non, il faut lire le texte fondateur. Je l'ai mis de A à Z dans mes 2 livres. Parce que tout est compris là-dedans. Et le lien entre le père Finet et les pères futurs de foyer et Marthe, il y avait une communion extraordinaire, inscrite dans le texte, comme une volonté du Seigneur. Ça, c'est pas discutable. C'est pas discutable, mais ça a été, disons, méconnu. Ça se comprend aussi,
ça se comprend aussi. Il fallait travailler sur le père Finet, et ceux qui travaillaient sur Marthe, eh ben, ils ne pouvaient pas consacrer au père Finet tout le temps qu'il consacrait à Marthe. Et c'est pour ça quand même que ce livre apporte sur la connaissance de Marthe et la connaissance des foyers. Hein. Bon, les autres auteurs ont parlé, bien sûr, ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils ont parlé du père Finet, ils ont parlé des foyers, mais sans les connaître. Et personnellement, j'avais plus de possibilités puisque je disposais des ouvrages sur Marthe. Et eux n'avaient rien sur le père Finet. Enfin, rien. Ils avaient les récits du père Finet. Et le père Finet parlait beaucoup de son histoire. À chaque occasion, à chaque fête, il parlait de sa famille, il parlait de la guerre, il parlait... Donc, on a pas mal de récits du père Finet, hein. Mais enfin, c'est pas tout. J'ajoute que dans ces récits, bon, c'est vrai, c'était un narrateur, hein. C'était un narrateur, il en rajoutait de temps en temps, hein. Ça c'est sûr. Mais c'était toujours... c'était pour créer... Bon, les foyers, comment auraient-ils pu être fondés, chaque foyer, Châteauneuf pour commencer, sans un père? Et il n'y a pas de famille sans père, de même qu'il n'y a pas de père sans famille. Ça, c'est sûr. On peut insister sur l'un comme sur l'autre, et il n'y a pas de fondation, et tous... Bon... Marthe était l'âme d'une certaine... Moi, je dirais, elle avait un rôle prophétique. Le père Finet aussi, mais d'une autre façon. Elle avait un rôle prophétique en ce sens qu'elle était la voix de Dieu. C'est à elle que le Seigneur, ça pourrait être la Vierge, hein, mais c'était le Seigneur, lui parlait, lui disait ce qu'il fallait faire, enfin ses projets à lui, et le père Finet, eh bien, il rentrait dans le jeu et il faisait tout ce que Marthe lui demandait. Mais Marthe obéissait à son père. Il y avait une obéissance réciproque, basée sur la confiance. La confiance l'un dans l'autre, la confiance dans l'œuvre de Dieu, dans l'esprit, et que c'était pas leur œuvre, c'était l'œuvre de Dieu, et ils étaient appelés à créer ensemble, à fonder ensemble cette œuvre qui continue aujourd'hui encore. Alors, pour terminer brièvement, vous, quelle est votre vision, quel est votre ressenti de ces deux vies, et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde comme question dans les prochains entretiens? Bon, ce que je peux dire pour commencer, c'est que plus j'ai travaillé sur le père Finet et indirectement sur Marthe, mieux je les ai connus, plus ils ont grandi à mes yeux. Le père Finet, c'est indiscutable. Pour moi, c'était l'oncle. C'était aussi le père de foyer. C'était aussi ce prêtre qui, par moments, vraiment parlait avec une autorité telle qu'on sentait que ça ne venait pas de lui. Bon, pour moi, je distinguais un petit peu l'oncle, c'était mon oncle, quoi. Et il avait ses opinions, qui n'étaient pas toujours les miennes, mais c'est un détail, hein, au contraire même, j'allais dire. Mais quand il parlait des foyers, quand il parlait de Marthe, là, il y avait quelque chose de sacré. Et les membres de la famille de Marthe disent, pour eux, la relation entre le père et Marthe, il y avait quelque chose de sacré. Et que Marthe était sacrée pour le père. Et que jamais il n'aurait pu broder sur elle. Alors, les thèmes, ce que je peux dire un petit peu, c'est ce qui concerne mon deuxième livre. Mon deuxième livre, je commence par un chapitre intitulé « Le père et Marthe ». C'est simple. Donc, et là, je pense qu'il y aurait largement de quoi faire. Enfin, ça serait un très bon thème, le père et Marthe. Deuxième chapitre, le foyer de charité de Châteauneuf,
comme étant le prototype, en quelque sorte, des foyers de charité. Troisième chapitre, les fondations de foyers à travers le monde. Donc, la diffusion des foyers, hein. C'est quand même assez extraordinaire. Il faudrait faire un livre entier sur et plusieurs, hein. Chaque foyer pourrait faire son petit livre, hein. J'en sais rien. Ensuite, j'ai un chapitre très important. Enfin, j'ai 2 chapitres, là, les 3 premiers, c'est le départ, si vous voulez. Et ensuite, j'ai 2 chapitres sur les charismes du Père Finet. Le charisme de la paternité. Tous les membres du foyer, et je peux dire tous les anciens retraitants qui l'ont connu, et j'ose dire aimé, estimé mais aimé, ont reconnu en lui un père. Ça, c'est un des charismes fondamentaux des foyers. Le lien entre la famille et le père. Donc j'ai un chapitre sur le charisme de la paternité auprès des membres de foyer, auprès des retraitants, auprès des élèves, enfin, le charisme de la paternité. Et là, en particulier, quand même, un charisme très fort, celui de confesseur. Ça, il passait des journées, enfin des demi-journées entières à confesser, et ça, c'était sa paternité, c'était la miséricorde de Dieu. Bon, et deuxième charisme, le prédicateur. D'une part, par ce qu'il disait, il y avait quand même toute une dimension prophétique dans son enseignement. Ça, c'est sûr. Bien avant le concile, il parlait, et même du point de vue liturgique, il était prophète nettement avant le concile. Et puis, les retraitants trouvaient une synthèse. Une synthèse, c'est-à-dire que, bon, on ne parlait pas de ceci ou de cela, mais il arrivait, c'est pour ça que ces retraites ont été appelées les retraites fondamentales, et c'est le charisme des foyers de charité aujourd'hui. La retraite fondamentale apporte tous les éléments d'une bonne synthèse, en même temps catéchétique et en même temps apostolique. Le but, l'objectif, et ça c'est déjà dans le texte fondateur de Marthe, c'est de faire avec des disciples des apôtres. Et ça, moi aujourd'hui, ça me parle comme la nouvelle évangélisation dont parle le pape, hein. C'est certain, hein. Il retrouvait tout. Bon, alors, ça fait mes 5 premiers chapitres. Donc il y a 2 charismes, qui sont les charismes des foyers, la famille, donc la paternité et la prédication. Ça, c'est évident. Bon, et ensuite, j'ai 2 chapitres, un qui est banal, mais je pense, oui, il y a des choses qui sont intéressantes tout de même, hein. Je l'ai intitulé « Au fil des jours ». C'est-à-dire, je parle de la vie quotidienne du père, je parle de la vie de la semaine, du mois, enfin de la façon, et dont tout est rythmé par Marthe, avant sa mort, jusqu'en 81. Tout est rythmé. La journée du père est rythmée par Marthe. Et je parle de ses voyages qu'il a fait essentiellement, enfin la plupart pour les grands voyages, après la mort de Marthe. Parce qu'il ne pouvait pas, avant la mort de Marthe, partir plus de 4 ou 5 jours. Donc ensuite, il a eu du temps et il a pu faire les voyages lointains. Et là, il a fait des voyages dans tous les foyers du monde. Et on peut dire qu'entre 81 et 85, il avait entre 83 et 87 ans, hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Eh bien, il a parcouru le monde pour diffuser le message de Marthe. C'était ça, sa mission. Donc, voilà ce qu'il a fait. Là, je parle aussi dans ce chapitre de ses relations. Sa famille, sa famille, parce que c'était important pour lui, ses neveux et nièces, pourquoi pas, ses frères et sœurs, enfin ses parents aussi, et l'adhésion de sa famille à Châteauneuf, qui a été quasi unanime. Bon, avec la petite parenthèse, mais très délicate de mon père.
Et mon père était le médecin du père Finet, hein. Donc entre eux, il y avait des relations vraiment fraternelles. Enfin, ils s'estimaient, ils s'aimaient. Enfin, il n'y avait pas de la moindre discorde. Mais on parlait pas de Marthe, c'est tout. Bon, alors là, et puis les relations du père Finet avec des fondateurs, toutes les relations de Marthe. Le père les a connues. Et il y en a un certain nombre, pour ne pas dire un bon nombre, dont Jean Guiton que je citais tout à l'heure, mais d'autres, beaucoup d'autres, qui sont venus ensuite, soit dans les écoles, pour faire des conférences. Enfin, les écoles, ça voulait, c'était tout le monde se rassemblait. Toutes les communautés, il y avait des conférenciers venant parler chacun de leur thème, de ce qui les intéressait. Et puis, bon, j'ai un dernier chapitre qui n'a pas été le plus facile, sur la personnalité du père Finet. Ça, c'est un sacré chapitre. Un chapitre. Non, c'était difficile parce que il était très mal connu. Il avait des facettes tellement variées, pouvait avoir des aspects contradictoires, mais qui n'a pas de contradiction en lui-même. Ça, je voudrais bien savoir. Donc, et lui, il était tellement spontané, tellement naturel, que tout transpirait, tout apparaissait. Et les titres de mes chapitres, je crois bien que le premier, c'est quelque chose comme un tempérament de feu, quelque chose comme ça, et le deuxième, un fou de Dieu. Mais le fou de Dieu, c'est au sens de saint Paul. Bon, il faisait tout, et bien au-delà du raisonnable, à la demande de Marthe, parce que Marthe était pour lui la voix du Seigneur. Donc, il suivait Marthe parce que c'est par Marthe qu'il connaissait les chemins du Seigneur. Alors, il s'en est vu tout ce qu'on veut, hein. Il avait son tempérament, il disait, il grossissait un petit peu les choses, mais il était d'un naturel désarmant. Il était lui-même. Alors, de temps en temps, il envoyait promener les gens, hein. Ça, c'est sûr. Il avait un tempérament vigoureux, hein. Ça, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait autrement. Bon, c'était un fonceur, c'était un passionné, c'était un fou de Dieu, c'était tout ce qu'on veut, hein. Mais pour moi, je le connaissais assez bien quand même. Et je l'avais beaucoup vu. Et finalement, j'avais beaucoup reçu de lui, mais je dis goutte à goutte. Parce que je n'ai jamais eu de révélation particulière. Il n'a jamais été vraiment... Enfin, directeur de concert, jamais de façon régulière. Mais quand il y avait une question, d'ailleurs pour tout le monde dans la famille, il était là. C'était le conseiller de tout le monde parce qu'il était de bons conseils. Et puis, on allait voir Marthe en même temps. Et puis, bon, c'était les deux en même temps, hein. On ne pouvait pas dissocier. On ne pouvait pas dissocier. Non. Et moi, plus je vais, plus je vois que c'était un homme beaucoup plus grand que ce que je ne pensais. Et j'allais dire, à la mesure de Marthe et des foyers, à la mesure de la responsabilité qu'il avait. Mais c'était un homme humble. Et ça se voyait pas. Parce que, ça se voyait pas. C'était évident pour tous ceux qui le connaissaient. Mais il fallait le connaître en profondeur. Et bon, il pouvait donner une image fausse de lui-même parce qu'il avait une certaine assurance, parce qu'il était un vivant, parce que on voyait pas tous les aspects, je dirais, douloureux et toutes les difficultés de sa vie. Bon, assez pour aujourd'hui. Et alors, un dernier message pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas. Voilà. Quel conseil vous leur donneriez pour rentrer dans votre livre, dans vos livres, et quel message, quelle morale vous tirez justement de la vie de ces deux vies, Marthe et le père? Qu'est-ce qu'un humain peut en retirer? Bon, le premier livre, donc, qui est chronologique. Je pense que ça doit intéresser en priorité, bien sûr, toutes les personnes qui ont connu le père Finet, bien sûr, mais bon, il y en a encore pas mal quand même qui l'ont entendu prêcher,
quand ils avaient 20 ou 30 ans, et qui sont encore relativement jeunes aujourd'hui. Mais enfin, bon, tous les membres de foyer, pères de foyer, tous les foyers, la vie de leur fondateur, c'est essentiel. Ça intéresse aussi beaucoup par les échos que j'ai eus. Ça, c'est pas moi qui parle, c'est les échos qui me sont revenus. Ça intéresse les prêtres. Un exemple d'un prêtre qui a eu, bon, il y a toute sa vie, toutes ses joies, ses difficultés. Bon, j'ai eu plusieurs échos de prêtres, ou indirectement d'ailleurs, directement ou indirectement, de prêtres qui ne connaissaient pas particulièrement, qui avaient vaguement entendu parler de Marthe, mais qui ne connaissaient pas particulièrement, quelques-uns oui, mais certains pas du tout. Les foyers, en tant que prêtres, pour eux, et actuellement, je suis en train de donner ce livre dans des séminaires, parce que je pense que pour eux, pour des séminaristes, bon, puis ça intéresse tous ceux qui s'intéressent au foyer de charité. Le deuxième livre peut peut-être intéresser un public plus large, un public, des lecteurs plus larges, parce que je parle davantage de Marthe, c'est certain, j'en parle beaucoup, elle est là en filigrane dans tout le premier livre, hein, et certains m'ont vraiment souligné le lien entre le père et Marthe, c'est là qu'ils l'ont découvert. Mais dans le deuxième livre, bon, il y a un chapitre sur le père et Marthe. C'est clair. Bon, ça peut intéresser, donc, la présence de Marthe. Marthe attire, hein. Et Marthe, le rayonnement, bon, aujourd'hui, elle est vénérable. Donc, ça montre l'intérêt de l'Église et de l'Église universelle pour Marthe. Ça montre qu'elle a un rayonnement mondial. Ça, c'est sûr. Deuxième centre d'intérêt, les foyers de charité. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont été dans des foyers de charité et pour lesquels les foyers de charité représentent quelque chose de fondamental dans leur vie. Et quand je prends fondamental, je pense qu'il faut prendre ce terme dans son sens très fort. C'est un fondement. J'ai hier reçu le témoignage d'une femme d'origine marocaine, musulmane, mais mariée avec un Français. Et elle est venue pousser, alors qu'elle était musulmane, elle est venue à Châteauneuf suivre une retraite du Père Finet. Et elle a été bouleversée par la façon dont il a parlé de l'islam. Et l'année suivante, elle a été baptisée à Châteauneuf. Bon, ça peut s'appeler quand même un bouleversement dans une vie, hein. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je dise encore? Je ne sais plus, moi. Oui, qui ça peut intéresser? Mais même... Bon, les fondations de foyers dans le monde. Ensuite, les charismes du Père. Bon, c'est un peu personnel, c'est vrai. Mais c'est les charismes des foyers. Donc, tous ceux qui s'intéressent au foyer, malgré tout. Et puis, l'aspect retraite fondamentale. Et l'aspect ouverture au monde entier. Et l'aspect ouverture. D'ailleurs, la musulmane dont j'ai parlé, c'est ce qui l'a touché le plus, c'est l'ouverture. Et dites-vous que dans les foyers, bon, aux retraites, mais dans les communautés, dans les écoles, il y a des gens de tout milieu sociologique. Bon, et les foyers, la diversité. Ça, je crois quand même, et je pense que ça peut intéresser des gens d'Amérique latine, enfin, plus les francophones, hein. En priorité, il faut quand même d'abord connaître le français. Mais ça peut intéresser des gens du monde entier. Et la personnalité du Père Finet, eh bien, je crois que c'est très éclairant par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur le Père Finet. Parce qu'il y a des gens qui ont une image fausse du Père Finet, ou une image minima, hein. Et puis c'est vrai qu'il y a eu une volonté délibérée, pourquoi pas le dire, hein. Tout le monde le sait, c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des fondations.
Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a eu une volonté délibérée de le mettre un peu sur la touche pour s'intéresser en priorité à Marthe. Ça c'est clair, c'est un fait, et puis c'est tout. Mais ceci dit, ça n'enlève rien au fait que son enseignement a été recueilli avec un soin extrême, comme l'enseignement de Marthe, que tout ça, ça a été écrit, rédigé, diffusé, et puis bon, c'est le Père, et puis c'est tout. C'est le Père avec un grand P, et c'est le Père de tous les pères de foyer qui l'ont connu ou qui ne l'ont pas connu, mais tous le ressentent comme leur Père. Et Marthe, bien sûr, ayant son rôle de fondatrice, son rôle, bon, la grande œuvre du cœur de Jésus, les foyers de charité, foyers de lumière, charité et amour. Lumière, c'est les retraites. Charité, c'est la vie de famille. Amour, c'est l'amour de Dieu. Bon, ça vous suffit? Merci beaucoup pour ces entretiens. Et donc, on se voit la prochaine fois pour la suite de nos entretiens. Merci beaucoup, Régine Laura. Allez, bah écoute, tu m'en as fait dire.